20 heures sur la chaîne des valeurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir sur la grande édition de cette soirée. Voici les titres. Scandale financier, Mohamedou Ngom sous mandat de dépôt pour détournement de 30 milliards de francs CFA. L'enquête évoque aussi l'implication d'Amadou Sall, fils de l'ex-président, et de 9 autres suspects. La justice a rejeté la garantie immobilière proposée par Farba Ngom. Pendant ce temps, les tensions autour de la gestion des finances publiques s'intensifient. Entre avancées et frustrations, les cheminots évaluent leur situation malgré des améliorations. Des défis subsistent et l'espoir d'une relance du trajet Dakar-Tamba reste fort. Des engagements ont été pris, mais les attentes demeurent élevées. Les cheminots réclament des actions concrètes pour un véritable renouveau du secteur. Un grand rendez-vous, un rassemblement spirituel où foi et réflexion se rejoignent. Les universités du Ramadan portent un message fort, unir les esprits et les cœurs pour bâtir un avenir plus solidaire. Entre échanges et prières, cette édition met l'accent sur l'importance d'une intelligence collective au service de l'humanité. Voici les titres, dans un instant, le développement. Bonsoir, démarrons cette édition avec l'inauguration du musée international du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de la civilisation islamique, un projet d'envergure qui, au-delà de son aspect patrimonial, s'inscrit dans une démarche diplomatique et culturelle de premier plan. Fruit d'une coopération entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie Saoudite, ce musée est le premier du genre en Afrique de l'Ouest. Son implantation à Dakar résulte d'un accord entre les autorités sénégalaises et la Ligue islamique mondiale, avec pour ambition de faire de la capitale un haut lieu de savoir et de la transmission du patrimoine historique. Les travaux ont été lancés en août 2023. Après 18 mois de chantier intensif, le musée va enfin ouvrir ses portes sur l'esplanade située entre le Grand Théâtre National et le musée des civilisations noires au cœur de Dakar. Paix, prospérité et pouvoir d'achat au cœur des priorités à l'approche du mois béni du Ramadan. Le président de la République réaffirme ses engagements de l'inauguration du musée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce jeudi, aux mesures pour veiller à la stabilité des prix et la prévention et la préservation de la paix en Casamance. Les décisions prises au Conseil des ministres suscitent l'attention. Porte-parole du gouvernement, Mohamed Sarré, que nous écoutons. En cette période de dévotion religieuse, le président de la République prie avec l'ensemble des Sénégalais pour un Sénégal de paix, de prospérité et de solidarité, et souhaite un bon Ramadan à la communauté musulmane. Ce jeudi 27 février 2025, le chef de l'État inaugurera le musée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en présence d'une délégation de la Ligue islamique mondiale. Le président de la République rappelle également au gouvernement l'exigence de veiller à l'approvisionnement des marchés en produits essentiels et au strict respect des prix officiels. Il appelle à une lutte ferme contre la spéculation afin de protéger le pouvoir d'achat de tous les citoyens. Concernant le processus de paix en Casamance, le président de la République salue la signature le 23 février dernier d'un accord de paix durable à Bissau. Il exprime sa gratitude envers son Excellence Umaro Sissoko Mbalo, le président de la République de Guinée-Bissau, pour son rôle de facilitateur et adresse ses félicitations au Premier ministre Ousmane Sonko. Parlons de la gendarmerie nationale qui a présenté son bilan 2024, soulignant les résultats satisfaisants et l'engagement de son personnel. Un exercice annuel qui reflète la résilience et l'implication de l'institution dans la sécurité publique. Une occasion de rendre hommage à leur dévouement et leur professionnalisme. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Martin Faye, que nous écoutons. La rencontre de ce matin
revêt une importance particulière pour la gendarmerie, car elle consacre la restitution des statistiques et des résultats de service de l'année 2024. Cet exercice, inscrit dans le calendrier annuel des activités de notre institution, se veut une tribune d'imprégnation des pouvoirs publics, des populations et des partenaires sur les résultats de l'investissement des personnels de la gendarmerie nationale dans leur mission quotidienne de sécurisation des personnes et des biens. C'est le lieu de leur exprimer ma fierté et ma satisfaction. Leur sacrifice et leur résilience à toute épreuve ont permis la réalisation de ces performances. Au cours de l'année 2024, nous avons enregistré des résultats probants grâce à l'engagement de nos unités partout sur le territoire national et en opération extérieure. À présent, suite à une enquête déclenchée par un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières, Mohamedou Ngom, connu sous le nom de Farba Ngom, a été placé sous mandat de dépôt par le président du collège des juges d'instruction financière du premier cabinet du pôle judiciaire financier. Ce responsable de l'Alliance pour la République est accusé de détournement de deniers publics portant sur 31 milliards de francs CFA, de blanchiment de capitaux et d'association de malfaiteurs. Lors de son audition, Farba Ngom a nié les faits qui lui sont reprochés. D'après ses avocats, pour éviter l'incarcération, il a proposé de mettre en garantie des immeubles d'une valeur équivalente au montant en question, une offre que la justice a rejetée. Par ailleurs, l'enquête mentionne également l'implication d'Amadou Sall, fils de l'ex-président Macky Sall, dans ces transactions douteuses concernant des bons de caisse d'un montant de 10 milliards de francs CFA. 9 autres personnes ont également suspecté. Dans cette affaire, le procureur du pôle judiciaire financier a requis le placement sous mandat de dépôt de tous les suspects identifiés, à l'exception de Mohamedou Daf, l'ancien directeur général de la couverture maladie universelle, mis en cause pour un virement suspect de 35 millions de francs CFA. Nous y reviendrons prochainement. Parlons du rapport de la Cour des comptes sur la situation économique du Sénégal de 2019 à 2024 fait grand bruit. Au-delà des chiffres, il soulève des controverses et jette le doute sur la gestion du ministre des Finances et du Budget. Entre remise en cause et débat sur la transparence, les tensions gagnent du terrain tant au niveau national qu'international. Tafsir Thioye, que nous écoutons. Il y a quelques jours, la Cour des comptes a rendu public le rapport définitif de l'audit du rapport du gouvernement sur la situation des finances publiques du pays de 2019 à mars 2024. Ce rapport a suscité beaucoup de polémiques et a causé beaucoup de tort à notre pays, avec une dégradation de la qualité de sa signature, une dégradation de sa notation par Moody's et un discrédit aux yeux de l'opinion internationale. Ce rapport a consacré une remise en cause d'acquis importants, fruit d'un travail d'honnêtes Sénégalais, citoyens patriotes, au vrai sens du mot, qui avaient réussi, grâce à nos partenaires, à améliorer sensiblement notre système de gestion des finances publiques. Notre conviction est que cette situation pouvait être évitée, en ce sens que c'est un exercice normal voulu par le Code de transparence qui est une norme communautaire. Nous attendions mieux de la Cour des comptes et une autre posture du gouvernement. C'est dramatique ce que nous avons vécu. Une équipe du ministère des Finances qui remet en cause la gestion du ministère des Finances et du Budget. La Cour des comptes qui remet en cause les capacités des techniciens du ministère, principalement de l'IGF, à mener un audit technique, mais qui remet en cause ses propres vérités et ses propres certitudes et qui peine à faire valider, à respecter et à appliquer ses recommandations.
Ce rapport de la Cour des comptes sur la situation économique de 2019 à 2024 met en lumière une dette en hausse et des finances publiques sous pression. Une situation qui pèse lourdement sur les ménages et complique davantage le quotidien des acteurs économiques. Face à ces défis, l'État est interpellé. Tafsir Thioye, que nous écoutons encore. Notre pays n'a connu une dégradation aussi marquante et frappante de nos comptes publics. Le cadre macroéconomique s'est dégradé avec ses conséquences sur la vie quotidienne des Sénégalais. Le déficit se creuse et la dette a atteint des proportions inquiétantes et continue d'augmenter de façon vertigineuse. Les agents économiques traversent des situations difficiles. Si l'État central se dit contraint et fait face à des marges de manœuvre budgétaires, financières quasi inexistantes, et une demande sociale prégnante et croissante, les ménages croulent sous le poids de la dette et vivent les conséquences d'une érosion continue de leur pouvoir d'achat, d'une flambée en continu des prix des denrées de première nécessité et du loyer, et vivent également dans un environnement où le taux de dépendance demeure très élevé. Quant aux entreprises, elles se chargent, font face à une pression fiscale asphyxiante et un endettement croissant et vivent de plein fouet les conséquences des difficultés des ménages et les crises multiformes au plan international. Les grèves et les dépôts de préavis de grève des syndicats, notés actuellement, en disent long. Les travailleurs font l'objet de licenciements souvent abusifs par milliers et les hommes d'affaires qui étaient censés trouver des moyens pour relancer l'économie et créer de la richesse se trouvent pour quelques-uns d'entre eux en prison ou fait des va-et-vient au niveau des tribunaux. Dans ce contexte difficile, il s'agit de réfléchir et de se pencher sur des solutions. Je vous le disais dans les titres, c'est un grand moment de dévotion et d'unité. Les universités du Ramadan rassemblent chaque année familles et figures respectées du Sénégal, initiées par le Dahiratoul Moustarchidine Wal Moustarchidat sous l'égide de leur guide Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy. Elle explore des thématiques essentielles. Iqra Bismi Rabbik, une invite à l'intelligence constructive pour un monde plus humain, est le thème choisi cette année. Écoutons les propos de Omar Ngalambay, membre du comité scientifique du Dahiratoul Moustarchidine Wal Moustarchidat. Comme vous le savez, comme chaque année, donc, les universités du Ramadan se tiennent donc à Tivaouane. Actuellement, donc, sous l'égide de Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy, notre guide religieux. Donc, comme vous le savez, cette année, Inch'Allah, nous allons donc nous atteler à la 28e édition des universités du Ramadan, qui est une édition spéciale. Comme d'habitude, souvent donc, nous invitons des sommités, donc des érudits, aussi bien au niveau donc, comment dirais-je, intellectuel, aussi bien en arabe qu'en français. Et ces sommités, Inch'Allah, vont livrer des conférences, Inch'Allah, pour le public. Le public aussi bien national qu'international. Cette année-ci également, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'universitaires, mais beaucoup d'érudits en langue arabe qui seront également présents au niveau donc, des universités du Ramadan de l'édition 28e. Le thème, nous l'avons pris donc, à partir du discours de Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha Sy lors du Gamou de 2023. Donc il avait parlé de Iqra. Elle avait donc commenté, l'avait expliqué de manière extraordinaire. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, du moment que le guide, le cheikh, l'avait fait de manière très résumée, il va falloir qu'on y revienne pour l'exploiter. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons donc aborder ce thème, à savoir donc Iqra Bismi Rabbik, une invite à l'intelligence constructive pour, comment dirais-je, un monde plus humain. Direction la capitale du rail où des progrès visibles mais des attentes encore vives. Les travailleurs du chemin de fer font le point sur leur situation entre obstacles persistants et promesses d'un avenir meilleur. Un bilan où se mêlent acquis, revendications et une ambition affirmée. Relancer l'axe Dakar-Tamba. Écoutons Babacar Gaye, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du chemin de fer. À Tamba, pour faire un bilan d'étape
par rapport à ce travail. Les travailleurs qui étaient en situation irrégulière, qui devaient être CDIsés et qui tardaient à l'être. Donc des travailleurs qui souffraient dans leurs établissements où ils évoluaient. Donc des travailleurs qui étaient en manque d'équipement de protection individuelle, mais aussi des travailleurs qui étaient un peu marginalisés ou maltraités, quoi. Donc aujourd'hui, on note une évolution et une amélioration concrète par rapport à ces difficultés. Ils nous ont aussi présenté leur vision, c'est-à-dire d'aller dans un maillage du territoire sur 2000 km de voies à voie standard, dont le projet le projet prioritaire, c'est l'axe Dakar-Tambacounda d'abord. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est qu'on ne reste plus sur les paroles et sur les écrits, qu'on passe à l'action. Donc nous voulons du concret. Il faut que le régime vraiment matérialise sa vision. Et pour cela, ce n'est rien d'autre que de finaliser les études complémentaires qu'on doit faire et amener des financements pour booster la relance du chemin de fer définitivement. Aux États-Unis, l'administration Trump met fin au programme pour Africa lancé en 2023 par Barack Obama. Au Soudan, la crise humanitaire atteint des proportions dramatiques avec 12 millions de déplacés et 24,6 millions de personnes souffrant de faim. En RDC, une mystérieuse maladie a fait plus de 50 morts et infecté 419 personnes dans la province de l'Équateur. Ismaël Mbaye. En RDC, une maladie inconnue a causé la mort de plus de 50 personnes et infecté 419 autres dans la province de l'Équateur. Les villages de Boloko et Bamat sont touchés depuis le 21 janvier. À Boloko, les premières victimes des enfants de moins de 5 ans avaient consommé une chauve-souris avant de développer une fièvre hémorragique mortelle. À Bamat, plusieurs cas d'infection sont signalés, certains liés au paludisme. La maladie provoque fièvre, vomissement et hémorragie interne avec un décès en 48 heures. Les autorités et l'OMS poursuivent leurs enquêtes pour identifier l'origine de l'épidémie. Ensuite, en Afrique de l'Est, la crise humanitaire au Soudan s'aggrave de jour en jour. Plus de 12 millions de personnes ont été déplacées et 24,6 millions souffrent de la faim. L'ONU dénonce les obstacles empêchant l'acheminement de l'aide humanitaire alors que les hôpitaux ne fonctionnent plus et que la violence continue. Le camp de déplacés de Zamzam, l'un des plus importants du pays, est devenu un champ de bataille depuis la recrudescence des combats dans l'état du Darfour du Nord à l'ouest du Soudan ces dernières semaines. Ces combats forcent Médecins sans frontières et le Programme alimentaire mondial à suspendre leurs opérations pour des raisons de sécurité. Le gouvernement soudanais affirme qu'il travaille à faciliter l'aide humanitaire et à trouver une solution politique. Pendant ce temps, l'ONU signale des exécutions sommaires dans les zones en conflit, suscitant des inquiétudes quant à d'éventuels crimes de guerre. Enfin, aux États-Unis, l'administration de Donald Trump a mis fin au programme Power Africa, lancé en 2013 par Barack Obama pour améliorer l'accès à l'électricité en Afrique. Ce projet, géré par l'Agence des États-Unis pour le développement international, est en cours de démantèlement dans le cadre des coupes budgétaires du gouvernement fédéral. Avec un budget de 42,8 milliards de dollars, l'agence représentait 42% de l'aide humanitaire mondiale. Mais elle voit aujourd'hui la majorité de ses missions supprimées et 1600 employés licenciés. Seuls quelques programmes, notamment ceux facilitant les partenariats avec des entreprises américaines, pourraient être maintenus sous d'autres agences. Le 20 janvier, Trump a également signé un gel de l'aide étrangère pour 90 jours, affectant de nombreuses ONG dépendant des financements américains et provoquant une onde de choc dans le monde. Voici la fin des actualités internationales. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de rester fidèle à la chaîne des valeurs et bonne suite de programmes sur nos antennes.